Mais moi, je pense que toujours parce que la traduction est aussi pour enseigner les gens, parce que toujours c'est un peu traditionnel. Alors, vous avez peut-être montré d'une manière assez différente. Et si vous avez mentionné que ça regagne, il y a maintenant des cas de vieux du français. Et puis, moi, ça a été intéressant pour moi parce que j'enseigne parfois dans les départements d'arabe, de substitution. Alors, il y a la traduction. Alors, ça permet, ça m'a ouvert d'autres horizons. Pour moi, la méthodologie elle-même, c'est ça qui me manque. Alors, selon votre approche, etc., ça a changé ma réflexion. Mais vous voyez, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais en fait, je ne sais pas si vous l'avez testé. Mais moi, je considère que les exercices vraiment qu'on utilise, thème et version, ça n'aide pas. Et surtout, j'ai remarqué, parce que j'ai testé, que si on travaille de cette manière-là, après, les étudiants, en fait, ils n'arrivent pas à acquérir les connaissances. En fait, ils n'arrivent pas à acquérir. C'est pas parce qu'on traduit vers la langue maternelle tel phénomène grammatical que l'étudiant va après se souvenir, pas du tout. Il faut travailler autrement, il faut le faire. Ma façon de faire, c'est vraiment implicite. Et c'est comme ça qu'on apprend le français. Pas de cette manière-là. Parce qu'en plus, thème et version, les étudiants détestent. Surtout, thème, ok, mais la version, les étudiants la détestent. Parce que moi-même, quand j'étais apprenante, j'ai eu des très mauvaises notes. Pourtant, après, j'ai fait des études et j'étais pas. En fait, ça allait. Il faut le faire d'une manière implicite. Et puis, en travaillant de cette manière-là, ce qui est bien, c'est qu'en fait, on travaille à plusieurs niveaux. C'est-à-dire, on améliore la compréhension écrite, on améliore l'expression écrite et d'autres compétences. En fait, on travaille sur d'autres compétences. Et comme je dis, si on introduit en plus après les textes oraux, on peut même améliorer la compréhension et l'expression orale. Comme un second stade. Oui, dans un autre stade où ça dépend avec quel public. On peut voir ça. On peut voir en fait différentes possibilités. Par contre, si on fait un truc standard, vraiment, ça me rappelle les exercices en fait de grammaire traditionnelle. Et en plus, on a vu que ça sert vraiment à rien. Mais comme je dis, si en fait vous demandez aux étudiants de l'école, vous les guidez à lire les textes de cette manière-là, vous les guidez aussi pour la suite, pour les autres, à développer d'autres compétences. Et les choses sont liées. En fait, vous commencez avec une chose, et puis après, vous voyez que les étudiants sont capables, après, de développer des stratégies d'apprentissage et aussi finalement améliorer leur apprentissage. La méthode, c'est une méthode, ça donne d'autres résultats. C'est-à-dire, le problème, c'est pas la traduction, ça ne réside pas dans la traduction, mais comment est-ce qu'on utilise la traduction. C'est ça. Oui. Et vous Concernant la production écrite, vous avez déjà dit la production écrite, on peut utiliser avant la traduction ou bien au lieu de la traduction. Non, peut-être ça c'était, je ne sais pas si c'était clair, mais en fait ce que j'ai vu c'est qu'en fait, après mon expérimentation et après mes résultats, je voulais encore une fois, mon hypothèse était est-ce que la traduction enseignée de cette manière-là peut améliorer la compétence écrite et l'expression écrite. La compréhension écrite et l'expression écrite. Et en fait, j'ai vu, avec ma grille d'évaluation, que ça, c'était vrai. Et après, je voulais vraiment voir si tout ce que les étudiants ont, en fait, tout ce qui concerne les vocabulaires, la grammaire, la syntaxe et tout ça, toutes les connaissances liées de ces domaines-là, et si vraiment c'était acquis, en leur demandant d'écrire à la fin du cours une production, de me proposer une production écrite, pour voir en fait quels étaient les éléments qu'ils réutilisaient. Donc, cela signifie quand on réutilise quelque chose, c'est-à-dire qu'on l'a acquis. On ne peut pas réutiliser des choses si ce n'est pas acquis. Parce qu'en fait, je le faisais à la fin du semestre. Je ne le faisais pas juste après chaque traduction. Je le faisais à la fin. Ok ? Je voyais en fait, comme je dis, du coup, leur production était beaucoup plus riche et ils arrivaient à utiliser des structures beaucoup plus compliquées qu'avant. C'est différent de la synthèse de texte à la traduction.
Oui, c'était pas vraiment ça. C'est parce que c'était pas ça mon but. Moi, je voulais voir si vraiment la traduction aide à s'améliorer dans la langue étrangère. C'était ça mon but. Donc, non, je ne faisais pas ça. Alors, excusez-moi, juste trois questions. Oui. En ce qui concerne la correction de vos copies d'étudiants, est-ce que vous avez une fois remarqué que les étudiants parfois utilisent Google Translate pour rendre leur texte Bien sûr. Mais qu'est-ce que j'avais fait? J'avais remarqué ça. En fait, là où j'ai enseigné la traduction à l'Université de Chypre, on avait deux examens. Un examen au milieu du semestre et un examen à la fin. Au début, justement, je voulais être moderne. Donc, je disais aux étudiants, vous venez avec votre ordinateur. Et donc, après, vous allez m'envoyer votre traduction par voie électronique, etc., etc. Mais qu'est-ce que j'ai remarqué? En fait, moi, je n'aimais pas trop regarder ce que les étudiants faisaient, puisqu'ils venaient avec leurs propres sources. Et quand j'ai reçu les traductions, je voyais qu'il y avait des choses vraiment incroyables. Je me dis, comment c'est possible de faire ça? Et j'avais compris très facilement que justement, comme vous dites, faisait ça. Donc après, j'ai interdit. Pas le dictionnaire. Le dictionnaire, il venait toujours. Alors, j'ai fait à ma manière traditionnelle, c'est-à-dire, venez avec vos stylos et avec le papier et le dictionnaire à côté, et on fait comme ça. Mais après, je scannais les textes. Parce qu'après, on faisait la correction même de l'examen en classe, mais j'avais toujours, voilà, je faisais avec leurs copies, je scannais les copies, mais j'ai arrêté de leur demander de venir avec leur ordinateur. Et en corrigeant vos textes, vous aviez dit que vous avez pu repérer que la grosse difficulté se posait sur le lexique. Alors, est-ce que là, le lexique, c'est-à-dire le problème majeur de vos étudiants était le lexique? Vous l'avez dit tout à l'heure. Je dis un des problèmes. Un des problèmes. Donc, est-ce que vous n'avez pas pensé à poser des questions relatives à donner la traduction typique à la thématique que vous enseignez, par exemple, ou bien donner des glossaires de termes à vos étudiants et qu'ils les enrichissent au fur et à mesure avec le cours? Non, si vous voulez, les étudiants, j'avais dit que les étudiants avaient, justement, j'ai dit que les étudiants avaient des problèmes de lexique. C'est pour ça que je leur permettais de venir en examen ou en classe avec le dictionnaire, parce que mon but, c'était pas vraiment... Mon but, c'était de voir comment on se débrouille quand on trouve les sens du mot et le met dans le contexte. Donc, je ne voulais pas tester ça. Par contre, après, justement, les habituant à travailler, parce que aussi, un apprenant, comme je dis hier avec le verbe prendre, ne sait pas comment faire l'information dans le dictionnaire. Donc, ces cours-là, la traduction, l'aidait aussi à apprendre à utiliser les dictionnaires correctement, à apprendre à choisir le bon synonyme, à apprendre à choisir, et puis, en faisant ce travail, après, il arrivait à mémoriser les mots, mais il ne faisait pas comme vous dites. C'est-à-dire dire, prends la liste, à gauche, en français, à droite, en grec, prends et apprends par cœur. C'était pas comme ça. Finalement, il mémorisait le lexique, mais indirectement, c'était implicite. Et vous n'êtes pas partante de cette idée de glossaire? Oui, mais ça, c'est plutôt pour les traducteurs, oui. Non, mais pour la formation du bagage des mais ça, vraiment pour l'avoir à côté, pas pour l'apprendre par cœur. L'avoir à côté comme outil. Mais de toute façon, les étudiants eux-mêmes me disaient qu'on constitue nous-mêmes nos glossaires. Et en le faisant, on apprend, on mémorise. Oui, c'est ça. Et dans la constitution de votre cours, vous mêlez la partie théorique avec la partie pratique, ou bien, c'est-à-dire lorsque vous enseignez des notions théoriques concernant la traduction, après vous donnez des exercices à l'appui, ou bien le cours est simplement théorique, après... Non, en fait, le cours du premier semestre est un cours théorique, mais j'essayais toujours de donner des exemples, mais pas d'exercices, parce que justement, je savais qu'ils allaient après passer à la pratique. Au semestre traitant, je savais qu'ils allaient passer à la pratique, donc je ne demandais pas des exercices, en fait, au semestre d'hiver. C'était plutôt... arrivé à suivre, parce que parfois les étudiants s'ennuient beaucoup de la théorie. Ils disaient que c'était, oui, qu'ils avaient beaucoup de théorie. Oui, assez souvent, parce qu'à l'université où j'étais avant, on avait toujours des évaluations à la fin de chaque cours. Donc assez souvent, je voyais la remarque, en fait, les cours est utile, mais il y avait des étudiants qui disaient trop théorique. Mais de toute façon, moi, j'étais obligée de suivre un programme, parce qu'il y avait un descriptif. Mais après, les étudiants venaient au semestre de printemps, ils me disaient,
Ah, mais finalement, même si c'était un peu dur, nous, on trouve que c'était utile. Mais au semestre d'hiver, là, alors, donc, j'ai essayé avec eux de poser une question théorique, mais aussi une question pratique. En fait, ils avaient un exercice à faire. Par exemple, de donner une traduction, je demandais selon quelle théorie ce texte a été traduit. En fait, je faisais des choses comme ça pour qu'ils n'aient pas que des questions théoriques. Il y avait une question théorique avec une question pratique. Voilà, parce que je connais, je sais. À la fin, oui. Je vous en prie. Théorique, ça concerne les traductions, par exemple. Pardon, ça concernait les théoriques, ça concerne les stratégies de traduction. Différentes choses. En fait, comme c'est un cours de traductologie, j'essayais de leur dire, parce qu'en fait, dans leur tête, c'était confus. Ils ne savaient pas que la traductologie, comme en fait la traductologie, c'est l'étude théorique de l'activité traduisante. Et en plus, après, l'activité traduisante, c'est autre chose. Donc, si on veut devenir traducteur, on suit une formation en traductologie, mais si on suit une formation qu'en traductologie, on ne peut pas devenir traducteur. Donc, au début, j'essayais de montrer ça, après, on essayait d'expliquer ce que c'est la traductologie, l'activité traduisante, et puis on essayait d'analyser plusieurs théories ou de problèmes de traduction, ça dépend. Le contenu, je l'adaptais au public, ou j'avais un contenu fixe, et puis après je l'ai changé. C'était aussi ça dépend. Parfois, j'essayais d'analyser les théories à partir des années 50. À cause du semestre, en fait, de la durée du semestre qui était assez courte, je ne pouvais pas faire tout ce que je voulais. Donc, je considérais que vraiment un cours sur les théories après les années 50, on n'a pas le temps de faire l'histoire de la traduction. Donc, c'était plus utile que de leur parler, par exemple, d'elle infidèle. C'est-à-dire la traductologie souvent une perspective historique. Et par exemple, les problématiques des débats traductologiques, c'est la lettre d'esprit, on commençait par ça en disant que voilà, les théories finalement sont nées grâce à ces questions. Ou aussi, on dit que la traductologie est née depuis que l'homme est né en même temps. Hein, parce qu'en fait, au début, on faisait de la traductologie sans le savoir. Les premiers traducteurs qui ont traduit des textes faisaient en même temps de la traductologie parce qu'il fallait dire, il faut traduire le sens et pas la lettre. Au verbum, hein, n'est-ce pas? L'essence et pas. Voilà. Et après, la traductologie est devenue une science autonome après les années 50. Parce qu'avant, elle faisait partie de tout ce qui est de la linguistique, si tu comparais, et aussi dans les facultés des lettres. Ça continue toujours, évidemment. D'autres questions? Mais en tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre attention, pour vos questions et vos remarques très pertinentes. L'échange était vraiment pour moi très riche, j'ai beaucoup apprécié, et puis j'ai aussi apprécié à la fin, comme vous m'aviez dit, que je n'ai pas pensé à faire ça, mais maintenant ça m'a donné vraiment l'envie de réfléchir un peu sur la place de la traduction en place de langue. Et voilà, de toute façon, dire quelque chose autrement, pour moi c'est une question philosophique. Hein, donc, pouvoir dire la même chose autrement dans une autre langue, c'est... Voilà. Quelle méthode d'enseignement vous avez paru un peu bizarre mais effective? Méthode d'enseignement dans quel sens? La langue ou la traduction? Enseigner la langue. Répétez-moi la question. Alors, quelle théorie vous considère? Méthode d'enseignement vous a paru un peu bizarre et effective. Bizarre dans quel sens? On ne le trouve pas ordinairement, par exemple. On ne le trouve pas? À l'ordinaire, par exemple. Ah. Je ne sais pas trop dire parce que je n'ai pas réfléchi. Je n'ai pas beaucoup réfléchi à la question bizarre parce qu'en fait, si c'est bizarre, je ne le fais pas. Je peux dire qu'il y a parfois des méthodes qui sont différentes mais effectives. C'est ça ce que je veux dire. Est-ce que vous avez par exemple vu une chose qui est de la sorte? J'ai trouvé en fait que la chose que c'est très bien de voir, plutôt, de ne pas avoir une approche, de ne pas être dogmatique, c'est-à-dire de ne pas avoir une seule approche. Oui.
savoir s'adapter à son public, à ses apprenants, demander d'abord, être vraiment proche de ses apprenants, voir leur profil, pourquoi ils sont là, pourquoi ils veulent apprendre cette langue, pourquoi ils sont là, dans combien de temps, tout ça, donc faire une recherche sur leur propre profil, et après m'adapter à eux. Parce que maintenant, si on parle de l'enseignement du français comme langue étrangère, ce n'est plus au prof d'imposer quoi que ce soit, c'est en fait l'enseignant doit voir quels sont les besoins de ses apprenants. Si on veut que l'enseignement soit réussi, il faut s'intéresser vraiment aux besoins de nos apprenants.